La cyberguerre, elle est déjà là en réalité, tout le monde le sait, l'ANSSI le sait. Pour toi, quelles sont les 3 mesures essentielles pour se protéger, du moins anticiper une attaque, une cyberattaque? Pour moi, il y a véritablement 3 mesures pour prévenir les risques. Bonjour Henri. Bonjour Steven. Quel plaisir de t'avoir aujourd'hui pour te présenter Henri Delamotte-Rouge, fondateur du cabinet TLMR, cabinet d'avocats, classé par Leader League et Le Point parmi les meilleurs cabinets d'avocats français en matière de droit du numérique et de la cybercriminalité. Aujourd'hui, Henri, tu accompagnes de nombreuses entreprises dans la protection de leurs intérêts face aux cybermenaces. Tu as plus de 12 ans d'expérience en droit des technologies, la protection des données personnelles et de cybercriminalité. Tu donnes aussi des formations auprès de la Chambre de commerce et d'industrie et de nombreuses conférences, notamment sur la Légatech. Exactement, merci pour cette présentation. Je vois que tu es bien renseigné, Steven. J'ai fait mes petites recherches, on va dire. En tout cas, c'est un plaisir de partager sur ce sujet qui est important et voilà, j'attends tes questions. Écoute, j'ai une première question, histoire qu'on puisse un petit peu expliquer qu'est-ce qu'une cyberattaque. Donc, Henri, c'est quoi une cyberattaque et sous quelle forme elle se présente? C'est quoi une cyberattaque? C'est littéralement un braquage numérique. C'est pas violent comme un braquage où on va venir avec un fusil dans une banque, mais la réalité est la même. On défonce vos systèmes informatiques comme on défoncerait vos portes. On peut vous prendre en otage vos données, comme finalement il pourrait se passer une prise d'otage dans la réalité. Et les effets peuvent être délétères pour une entreprise, d'autant plus si vous n'y êtes pas préparé. Parce que la vraie question, c'est pas quand et comment ça va se passer, puisque en fait, ça se passera. C'est est-ce que vous serez préparé le jour où vous allez avoir une cyberattaque? Parce que, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'ANSSI qui le dit. Aujourd'hui, il y a une vraie cybermenace qui pèse sur les entreprises françaises pour plusieurs raisons. On y reviendra probablement au cours de ce podcast. Mais il y a constamment des attaques qui sont effectuées. On a, nous, de nombreux clients qui sont victimes de ça. Beaucoup sont déjoués, fort heureusement, mais beaucoup, justement, sont victimes et ça peut causer de vraies difficultés, que ce soit sur la continuité de l'exploitation de l'entreprise, que ce soit avec des clients ou partenaires. Okay. Donc, tu parles de difficultés. C'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est un sujet, comme tu le dis, qui est d'actualité. C'est pas comment, mais c'est plus la question quand. Henri, concrètement, aujourd'hui, quels sont les risques pour une entreprise de subir une cyberattaque? Alors, il y a principalement 2 risques. Un risque financier, sur lequel on va revenir, et un risque réputationnel. Le risque réputationnel, on le comprend bien, vous allez apparaître, si vous êtes victime d'une cyberattaque, comme un client à qui il y a un déficit de confiance, à qui on ne peut pas confier des données, qui peut subir des failles de sécurité. Et donc, c'est pour ça que le plus souvent, les entreprises ne font pas une publicité très importante des problèmes qui leur arrivent. Or, parfois, elles sont néanmoins obligées de prévenir les personnes. On y reviendra, c'est une obligation, notamment en cas de fuite de données, si ça peut créer des incidents chez les personnes. Le deuxième risque, c'est un risque financier, et ça, on le comprend bien. Ce risque financier, il peut se matérialiser par la typologie d'infraction. Si vous avez un ransomware, évidemment, vos données sont prises en otage. Si vous êtes amené à payer les personnes, on rentre dans une dynamique de chantage et certaines entreprises se font détourner pas mal de fonds comme ça. Ça peut être si vous êtes victime d'un phishing et d'une escroquerie, notamment ce qu'on voit beaucoup en ce moment, c'est les escroqueries au faux RIB. Ça peut être des détournements de fonds qui peuvent être très importants. On a vu des détournements de fonds de 150, 200 000 euros. Ça peut être aussi un risque financier tout simplement parce que, par exemple, s'il y a un ransomware ou votre système informatique est saboté, votre entreprise ne peut plus continuer son exploitation. Et les forces vives de l'entreprise sont mobilisées pour traiter cette problématique au lieu d'être traitées pour servir ses clients. Et ça, c'est un véritable risque puisque en fait, il y a un blocage de l'exploitation, un blocage de l'entreprise. L'entreprise n'est plus concernée sur la
production. Et là aussi, c'est un véritable préjudice. Donc, les préjudices, il est parfois bien au-delà de la somme qui va être détournée. Il peut se matérialiser par des personnes qui doivent vous aider, le coût d'un avocat, le coût juridique de l'avocat qui va vous aider, le coût des experts techniques qui vont être à vos côtés et le coût de l'exploitation qui va être défaillante tout le temps de cette cyberattaque. Donc, comme nous l'a précisé Henri, vous voyez que les conséquences peuvent être très lourdes pour votre entreprise, en tant que réputation, en tant qu'économique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a Henri, parce qu'on aimerait aussi comprendre un petit peu comment se protéger. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails techniques de savoir quel outil utiliser ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, on a Henri, donc l'idée c'est... De toute manière, c'est pas mon cœur d'expertise. Hein, voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va surfer vraiment sur l'aspect juridique. C'est, face à toutes ces conséquences, quels sont les leviers à activer afin d'éviter de la casse? Vous devez être préparé. La préparation, elle est fondamentale. Et la préparation, elle passe par quoi? Elle passe déjà par une sensibilisation de vos collaborateurs. Est-ce que vos collaborateurs sont correctement sensibilisés? Est-ce qu'ils sont correctement sensibilisés au risque? C'est-à-dire que s'ils reçoivent un message avec un faux RIB, ils sont en mesure de savoir qu'il y a de la cybermenace constante et qu'il faudra y réagir activement et précisément en étant vigilant lorsque vous faites un virement, ça c'est la première chose. Et est-ce que vos collaborateurs sont préparés le jour où cette menace arrive? Ça c'est la première. Si je comprends bien, Henri, ce que tu es en train de dire, c'est que principalement les cyberattaques viennent d'une faille humaine. Principalement, et ça c'est vrai que c'est fondamental de le comprendre, c'est que principalement les cyberattaques viennent d'une faille humaine. En conséquence, et ça a vraiment des impacts sur le plan juridique, puisque nous, dans le cadre des dossiers, on va rechercher où se situe la faute, qui a commis une faute. Si par exemple, vous avez reçu un RIB d'une personne qui se faisait passer pour une autre entreprise avec un nom de domaine qui était assez différent, c'est-à-dire que vous n'avez pas œuvré à votre devoir de vigilance, ou alors que vous avez viré des fonds sur une banque étrangère, là, vous pouvez être responsable. Si en revanche, au contraire, l'escroquerie est extrêmement bien faite et finalement, la problématique vient du fait que c'est votre prestataire, c'est votre fournisseur qui s'est fait escroquer. Et si la problématique vient du fait que c'est votre fournisseur dont l'identité a été usurpée, qui a subi un piratage informatique de sa boîte mail, là, vous pourrez engager la responsabilité de votre fournisseur. Vous pourrez dire et donc ne pas avoir in fine à le payer en disant que c'est lui qui est responsable du fait qu'il n'ait pas reçu les fonds correctement parce qu'il a subi une faille informatique dont il est responsable. Merci Henri. Donc, outre cette faille humaine dont l'importance de bien former ses collaborateurs pour éviter cette cyberattaque, est-ce qu'il y a aussi d'autres réflexes à avoir? Il y a véritablement une préparation à avoir, c'est-à-dire que le jour où ça arrivera, comment ça se passera? Donc là, vous devez avoir plusieurs choses. Vous devez avoir un PSSI. Un PSSI, c'est le plan de sécurité des systèmes d'information. Et là, c'est une documentation précise pour savoir qu'est-ce que vous allez faire en cas de problème. Concrètement, qui vous allez appeler? Quel expert informatique vous allez appeler? Quel avocat vous allez appeler qui sera disponible? Qu'est-ce que vous mettez en place? Comment vous assurez de collecter les preuves? Est-ce que on débranche tous les PC s'il y a un ransomware, puisque c'est une préconisation. Donc, lorsque la menace arrive, qu'est-ce que vous devez concrètement mettre en place? Si, encore une fois, on est dans le cas de violation de données, il y a des obligations déclaratives, notamment auprès de la CNIL. Si vous êtes une entreprise aussi qui gère des intérêts vitaux de la nation, il y a des obligations déclaratives auprès de l'ANSSI. Vous devez également savoir que dans le cadre des faux virements, des faux RIB, des escroqueries au faux RIB, il est possible de bloquer l'argent auprès des banques. Donc là, vous devez aussi avoir votre avocat qui s'adresse directement à votre banque. Vous devez prévenir directement votre banque. Et vous devez enfin avoir un plan de continuité d'activité. Si votre société est bloquée, comment est-ce que ma société est suffisamment résiliente et comment est-ce qu'elle arrive à continuer son exploitation. Donc tout ça, ça se prépare en amont. Il faut même parfois mettre en place
des tests de résilience, pour que le jour où ça arrive, on sait concrètement, on a une feuille de route extrêmement précise de ce qu'on va faire, on sait les réponses vont être mises en place, et on s'est préparé en amont. Donc on a été préparé à réagir correctement. Très bien. Et donc, dans cette préparation, j'ai une question un peu généraliste, mais est-ce que c'est toutes les sociétés qui sont concernées ou est-ce qu'il y a peut-être des secteurs d'activité qui sont particulièrement sensibles ou du moins des proies pour les agresseurs? Déjà, schématiquement, aujourd'hui, la cybermenace, elle provient de 3 risques principaux. Il y a, les cybermenaces du type, sabotage ou, espionnage industriel, hein, qui sont plus là des cybermenaces, c'est pas moi qui le dis, mais c'est l'ANSSI, qui proviennent, plutôt, de groupes affiliés au gouvernement chinois ou au gouvernement russe. Il y a eu pas mal d'attaques, notamment d'hôpitaux et etc. ces dernières années. Donc là, si vous êtes une entreprise qui a des intérêts vitaux de continuité d'activité de la nation, voilà, ces entreprises sont très sensibilisées sur ces sujets-là. Elles sont concernées par ce type de groupe. Nous, ce qu'on voit le plus souvent, mais parce que c'est ces clients-là qui viennent nous voir, c'est des clients qui sont des PME, qui peuvent être aussi des plus petites entreprises ou des ETI, et elles qui sont vraiment la proie de groupes cybercriminels extrêmement bien organisés, qui souvent sont notamment en Géorgie, sur lesquels il est très difficile de mettre la main. Et ces groupes très organisés sont très astucieux, hein. On est véritablement dans de la délinquance astucieuse, dans de la délinquance très bien ficelée. Ils ont longuement étudié leur proie avant d'attaquer. C'est pas des choses qui sont faites au hasard. Ils attaquent la comptable au bon endroit, au bon moment. Ils ont usurpé l'identité d'un fournisseur. Et ça, c'est principalement dans les attaques au faux RIB qu'on voit ça. Donc une ingénierie finalement qui est très bien construite pour pouvoir attaquer les personnes. Et donc, les entreprises qui sont potentiellement victimes de ça sont souvent, elles, pour le coup, des entreprises qui peuvent être amenées à faire des virements importants. Par exemple, parce qu'elles ont des fournisseurs. Ça peut être du coup des entreprises informatiques, ça peut être des entreprises qui commandent des travaux. Voilà, donc elles sont amenées à faire des virements importants. Et là, souvent, ce qu'on voit, c'est que les fournisseurs se font usurper leur identité. Donc souvent, il y a une première attaque qui est auprès du fournisseur. Et ensuite, il y a une escroquerie auprès du client qui est du coup cette personne voilà qui va du coup devoir payer, et c'est là où il y a des détournements de fonds importants. Donc, ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est que ces agresseurs font un travail quand même minutieux pour savoir qui agresser et quand agresser. Et cela, donc, c'est un peu une échelle. Donc, on va aller voir le fournisseur, le client, le consommateur pour savoir où sont les flux d'argent et où il faut taper pour en récupérer un maximum. C'est bien ça? Exactement, exactement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est littéralement des entreprises. Et donc, comme toute entreprise, hein, je parle des cybercriminels, ce sont des entreprises cybercriminelles. Et comme toute entreprise, elles ont des comptes à rendre envers leur boss, avec du coup une rentabilité de l'escroquerie, une rentabilité finalement des failles informatiques et des sabotages. Ils s'attaquent aux personnes où c'est le plus simple et rapide de retrouver de l'argent. Donc c'est pour ça qu'ils vont aussi étudier les entreprises qui sont insuffisamment protégées à ce niveau-là, qui les personnes au sein de ces entreprises qui sont peu sensibilisées et qui ont la main sur la manette, par exemple, des fonds, ou alors les entreprises qui ont des données où ils savent que s'il y a, il y a une vulnérabilité à propos de ces données, parce que ça peut être des données de santé, par exemple, c'est pour ça que les hôpitaux sont touchés aussi, ou ça peut être des données qui mettent à mal la continuité de certains services publics. Et donc, toi, Henri, qui a accompagné beaucoup d'entreprises face à des cybermenaces, des cyberattaques, dans ton panel de clientèle, principalement, quelles sont les entreprises qui ont été touchées? Comment elles ont été touchées? Quelles sont les cyberattaques qui ont été mises en place? Et surtout, ce que j'aimerais savoir, c'est quelles sont donc ces failles? Alors, si c'était une faille humaine, on a compris que c'était principalement des failles humaines, mais est-ce qu'il y a peut-être d'autres failles, des choses où dans tes clients,
Tu peux dire, bah voilà, attention, j'ai vu une entreprise qui s'est fait avoir comme ça aujourd'hui, donc je vous conseille de faire attention à ça. Une des attaques les plus récurrentes, en tout cas de celles qui nous sont confiées, c'est les attaques aux faux RIB. Et là, vraiment, les attaques aux faux RIB, forcément, à un moment donné, il y a une faille humaine et donc une sensibilisation nécessaire à avoir. Donc, soyez extrêmement vigilants. Il faut que dès qu'un virement parte de votre entreprise, et encore plus si c'est un virement d'une certaine somme d'argent importante, il faut avoir mis en place des mesures de contrôle efficaces. Ça va être en contrôlant, par exemple, le nom de domaine. Souvent, les pirates, par exemple, vont utiliser un .fr au lieu d'un .com, par exemple. Ça peut être... et donc là, il est aussi préconisé de réserver un maximum de noms de domaine qui soient proches pour qu'il n'y ait pas ce type d'attaques qui peuvent être faites. Ça peut être, encore une fois, en vous intéressant à la banque vers laquelle vous allez virer les fonds. Si c'est pas une banque française, par exemple, c'est plus complexe. Voilà. Donc, enfin, en tout cas, faut être vigilant si ça n'est pas une banque française. Ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est finalement des escrocs qui vont pirater et pour demander, justement, pour faire chanter l'entreprise, pour lui demander des fonds. Et là, ça c'est aussi assez courant, notamment sur les réseaux sociaux. Ces entreprises se font pirater leurs réseaux sociaux. Là encore, c'est toujours une faille humaine, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un clic sur un mauvais lien. Donc, être extrêmement vigilant, que les entreprises avec qui vous travaillez soient vigilantes. Également, si vous avez des sous-traitants qui gèrent, par exemple, vos réseaux sociaux, soyez aussi vigilants à ça. Si vous avez des sous-traitants qui gèrent des éléments importants de votre entreprise, alertez-les, ayez un contrôle sur tout ça. Et donc tu parles d'alerter, tu parles de vigilance. Donc concrètement, aujourd'hui, quels sont tes conseils d'un point de vue juridique? Quels sont les conseils que tu donnerais à une entreprise? Quels sont les leviers à activer pour éviter un maximum de casse et être préparé, comme tu disais, à une cybermenace? La nécessaire prévention, c'est d'avoir une documentation précise. Mettre en place évidemment les mesures de sécurité, mais ça c'est pas nous qui les mettons, mais travailler avec des experts en sécurité, documenter cette sécurité et documenter ce qui se passe si la menace arrive. Ça c'est vraiment très important. Si la menace arrive et si vous êtes bien préparé, vous aurez ensuite les bons éléments de riposte. Première riposte, finalement, et là je parle pas des éléments techniques, mais je parle des éléments juridiques. Déposer une plainte rapidement. Donc vous mettre en relation avec les autorités compétentes. Signaler le plus rapidement possible également à la banque pour que potentiellement s'il y a des détournements de fonds, l'argent soit très vite bloqué. Troisième élément, mettre en place une communication de gestion de crise. Et là, ça peut être vis-à-vis de vos clients. Et si c'est par exemple des personnes concernées, des consommateurs, on communique pas de la même manière, ou vis-à-vis de vos fournisseurs par exemple, ou vis-à-vis de vos partenaires qui sont des plus grosses entreprises qui vont vous demander des actions, etc. Attention dans cette communication à ne pas reconnaître vos erreurs. Et c'est là où un avocat est très important dès le début, puisqu'il va vous dire la manière dont il faut rédiger. Il faut aussi que ce soit des avocats qui aient une maîtrise de la gestion de crise. Ça, c'est fondamental. Autre chose également, c'est que le plus souvent et de plus en plus, les entreprises sont assurées, on vous conseille de l'être, contre le cyber-risque. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est que le Code des assurances prévoit une obligation d'extrême réactivité pour que vous soyez in fine assuré en cas de problème. Le Code des assurances prévoit un délai de 72 heures à partir du moment où vous avez connaissance de la cyberattaque et notamment lorsqu'elle concerne vos systèmes de traitement automatisé de données, donc votre système d'information. Vous avez 72 heures pour déclarer à votre assurance. Si vous avez dépassé ce délai, votre assurance pourra faire jouer ce délai pour ne pas prendre en charge la problématique et votre risque. Également, ce délai de 72 heures, il est calé aussi avec des obligations du RGPD qui prévoit que lorsque, par exemple, vous êtes sous-traitant
c'est-à-dire faut traiter des données pour vos clients, mais également lorsque vous êtes un client dont des données de personnes concernées ont été usurpées, vous avez 72 heures pour informer la CNIL de la problématique de la violation de données. Et également, dans ce même délai, vous devez décider assez rapidement si vous devez informer les personnes concernées. Parce que si la menace pour ces personnes est grave, elles doivent être informées. C'est pour ça que parfois, vous pouvez recevoir des mails de certaines entreprises dont les données ont été violées. Et ça nécessite aussi, je dirais, l'analyse et l'assistance d'un avocat, à savoir si les personnes concernées doivent être informées. Évidemment, toujours pareil, c'est-à-dire qu'on va les informer avec les obligations juridiques, en documentant ce que vous avez mis en place pour réparer la problématique, parce que également lorsqu'on avise la CNIL, on doit expliquer ce qu'on a mis en place pour réparer la violation et pour en fait qu'elle cesse. On doit expliquer un certain nombre de choses. Et les personnes concernées, c'est pareil, il faut être très vigilant dans la manière de communiquer avec elles pour qu'en même temps, la réputation de l'entreprise ne soit pas atteinte, quoi. Donc c'est vraiment un mécanisme de gestion de crise. Et là encore, si vous êtes bien préparé, si vous travaillez avec des personnes qui sont habituées à gérer ce type de phénomène, ça se passera beaucoup mieux. Donc on voit qu'effectivement, il y a un travail à faire d'un point de vue juridique, donc des choses à activer. Ma question est, est-ce qu'il y a aussi des erreurs à éviter d'un point de vue légal? Alors, si vous êtes victime d'une cyberattaque, la plus grosse erreur, c'est de ne pas réagir, de tarder à réagir. Puisqu'en fait, vous avez des obligations, vous avez des délais qui démarrent. Délai de 72 heures pour déclarer à votre assurance. Délai également qui démarre de 48 à 72 heures pour déclarer à la CNIL la problématique. Si vous réagissez tardivement, c'est également d'autres victimes, peut-être des personnes dont les données ont été détournées, qui vont être victimes. Donc, vous devez informer vos clients. Et on vous reprochera de ne pas avoir informé vos partenaires ou vos clients si vous étiez au courant et que vous n'avez pas pris les mesures efficaces et que ça fait d'autres victimes. J'en reviens toujours au même. Être insuffisamment préparé, ça veut dire que le jour où le risque arrive, vous ne prenez pas les bonnes décisions, vous ne savez pas qui appeler, vous prenez du temps et donc ce temps joue contre vous. Sachez également que c'est fondamental parce que votre argent, il est potentiellement encore dans une banque française. Donc, il est fondamental de s'adresser rapidement à cette banque, d'avoir le réflexe de rapidement s'adresser à votre banque pour qu'elle puisse bloquer. On a eu des cas où l'argent a été bloqué et nos clients, c'était des sommes importantes, ont réussi à retrouver ces sommes parce qu'elles ont été bloquées. Donc voilà, très important aussi de réagir sur le plan bancaire immédiatement. Comme tu dis, Henri, cette préparation juridique, c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises vont mettre du temps, de l'argent dans une préparation technique, mais trop souvent, l'aspect juridique est malheureusement mis de côté. Alors, honnêtement, moi, j'ai pas la prétention de dire le juridique est le meilleur que le technique. C'est, encore une fois, la préparation, elle est à tous les niveaux. C'est pas, oui, techniquement, vous devez être préparé, techniquement, vous devez avoir justement des filtres informatiques qui sont puissants, puisque de toute manière, d'un point de vue juridique, que ce soit le RGPD ou les réglementations toutes liées à l'informatique, vous demanderont d'avoir documenté ce que vous avez fait sur le plan technique. Donc, vous devez avoir, tant sur le plan technique que juridique, les bonnes réponses. Et généralement, et nous dans ce genre de cas, on travaille avec des experts techniques en fait pour avoir une réponse qui est coordonnée. Il y a pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre en fait. Bien sûr. Et donc c'est important de dire aux entreprises qui nous regardent aujourd'hui, à nos auditeurs, que voilà, il n'y a rien à négliger. Que ça soit le côté juridique ou technique, ce sont deux points importants. L'un sans l'autre, malheureusement, le cocktail n'est pas bon. C'est vraiment le message, moi, que j'ai envie de faire passer encore une fois, c'est soyez préparés. Soyez préparés. Ça arrivera. Vous êtes une entreprise, vous êtes une proie, et ça vous arrivera un jour. Si vous êtes préparé, ça se passera potentiellement correctement. Ça, je ne veux pas dire que ce sera forcément top, hein. Ce sera forcément un moment dur à vivre, mais au moins, votre entreprise saura le vivre parce qu'elle se sera préparée et sera résiliente. Et finalement, vous aurez à côté de vous les bonnes personnes pour réagir. Je te remercie, Henri, parce que nous-mêmes, en tant que revendeur informatique, le coq informatique, tu nous as préparé
nous aussi, nous avions peut-être des fois un peu négligé par manque de connaissances le côté juridique. Nous n'avons pas forcément un système, un service juridique en interne comme beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Et donc là-dessus, je tiens à te remercier. Et c'est pour ça que bien sûr, je conseille à tous nos auditeurs de faire de même. À ce niveau-là, c'est franchement déjà un immense plaisir de travailler avec toi, avec ta société, Steven. Enfin, moi, j'apprécie beaucoup parce qu'on a des super échanges humains. Et oui, vous avez conscience, et c'est fondamental parce que, comme je disais, les prestataires informatiques peuvent faire aussi l'objet d'usurpation d'identité. Ça, c'est du vu et du vécu dans certains dossiers. Donc, et aujourd'hui, vous êtes mieux préparé à ça. Vous êtes aussi préparé sur le plan juridique, et c'est un plaisir en fait de vous aider à être une entreprise qui soit structurée sur ces éléments-là. Nous, Henri, vu qu'on est bien protégé, peut-être donc tu as eu des clients qui n'ont pas eu ce réflexe de se protéger avant juridiquement. Donc, est-ce que toi, tu aurais des anecdotes d'entreprises avec qui tu as travaillé qui n'ont malheureusement pas activé ce levier juridique, cette protection juridique avant? On a des personnes effectivement, et notamment ça peut être des particuliers en crypto-monnaie, etc. Là, on leur dit désolé, hein, en fait, on peut rien faire pour vous. Alors sachez également, je permets de petite parenthèse dans ce podcast d'attirer votre attention sur le fait, il y a un très bon article dans Le Monde qui est paru récemment sur le fait que les personnes qui sont victimes, et notamment les particuliers consommateurs qui sont victimes de ces cyber-escroqueries, sont à nouveau victimes ensuite. Il y a des fichiers de lead de victimes qui se revendent. Et à ce niveau-là, il y a même des avocats ou même des experts comptables ou même des magistrats, si vous voulez, qui finalement se font usurper leur identité parce que la victime, dans ce cas-là, comment ça se passe? C'est que on lui dit on a réussi à mettre la main sur un réseau de cyberdélinquants. Si vous voulez qu'on traite votre plainte, contactez-nous, etc. La victime, qui malheureusement sont souvent un peu des pigeons, mais des pigeons, ça peut être ton frère, ta grand-mère, voilà. Enfin, donc, faut bien savoir que nous, on est sur ces sujets, donc évidemment, on va pas être pigeons, mais voilà. Et ces victimes qui ont déjà été victimes une première fois de cyberescroquerie, après, on va leur demander de virer des fonds pour l'avocat, de mettre en place cette action, et ensuite, on les prend dans un nouvel enchaînement. Donc, les fichiers de lead de victimes se revendent sur le marché noir pour recommettre de nouvelles escroqueries. Mais c'était pas précisément ta question. Ta question, c'était sur des entreprises qui auraient mal réagi. Oui, en fait, tout simplement, nous, on va regarder, est-ce qu'il y a eu une erreur qui a été commise? S'il y a eu une erreur qui a été commise, évidemment, les avocats en face vont dire: «Ah, là, il y a une erreur qui a été commise, donc c'est vous les responsables». Donc en fait, il y a une discussion sur la responsabilité, et encore une fois, faut du coup pas commettre d'erreur, tant en amont. Si on est responsable de l'erreur, on est responsable quelque part de la survenance du dommage, hein. En fait, il y a un principe en droit qui dit que la victime est responsable de son dommage. Dans ce cas-là, lorsque la victime est responsable du dommage, ce dommage peut lui être imputé tout simplement, et donc ne pas être réparé. Donc ça, c'est important de le savoir. Surtout que, par exemple, les assurances aussi en matière de cybercriminalité vont aussi regarder si, pour vous assurer, vous avez commis des erreurs. Voilà, donc ça va être l'erreur qui est commise en amont, et puis l'erreur qui est commise après, tout simplement pas avoir réagi dans les temps. Je donnais l'exemple de l'assurance, mais nous, on a eu des cas où il n'y a pas eu des réactions dans les temps, et l'entreprise ensuite ne pouvait plus voir son risque indemnisé. Et donc, dans ces entreprises, est-ce que toi, juste pour un petit peu situer, parce que de ce que j'ai lu, mes informations, le coût moyen d'une cyberattaque pour une entreprise va varier, bien sûr, en fonction de la typologie d'entreprise et de la cyberattaque, mais les moyennes disent que ça va de 20 000 jusqu'à 200 000 euros. Est-ce que toi, par exemple, Henri, donc le cabinet TLMR, est-ce que vous avez vu ce genre de choses, des montants qu'on va considérer comme énormes, et des entreprises qui malheureusement s'étaient pas préparées, qui n'avaient pas une indemnisation, et qui malheureusement ont dû fermer leur société, ou même peut-être subir des conséquences juridiques? Oui, une cyberattaque, ça coûte très cher. On va pas se leurrer. Les chiffres que tu évoques de 100, 200 000 euros, c'est des chiffres qu'on voit
dans les dossiers. Fort heureusement, on n'a pas vu d'entreprises qui ont été liquidées par rapport à ça. En tout cas, dans nos clients, je sais que ça existe, mais nous, dans nos clients, on n'a pas eu ça. Et le coût, il peut être important, il peut être d'ordre d'entreprises qui ne peuvent plus fonctionner, de coûts ensuite à réparer les problèmes, de coûts à ne pas exploiter la boîte. Voilà, donc encore une fois, mettez l'accent sur la prévention et sur la bonne réaction le jour où ça arrive. Et cette prévention, elle se fait sur le plan technique, juridique, de sensibilisation. J'insiste sur ce mot. Vos équipes doivent être préparées et vos équipes doivent être présentes. Et vous devez savoir qui appeler au moment où ça survient. Merci beaucoup, Henri. Énormément de valeur apportée. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez noter cyber en commentaire et de là, vous recevrez un guide écrit par Henri. Il me prend un peu de surprise là, le Steven, mais oui, pourquoi pas, ouais, on va faire ça. Si vous écrivez effectivement cyber, on peut préparer un guide que vous recevrez pour mettre en place les bons réflexes pour réagir à une cyberattaque, comment vous pouvez vous prémunir de ça. En tout cas, voilà, si vous souhaitez et que vous avez des difficultés sur ce sujet, on sera enchanté de vous aider. Et oui, partagez, vous pouvez le partager au sein de votre équipe, mais aussi le partager à des gens qui peuvent être concernés, d'autres dirigeants, des DSI. C'est important de faire connaître, on n'en a pas beaucoup parlé dans cette vidéo, mais dans un contexte aussi de cybermenaces accrues à cause d'une potentielle cyberguerre, en fait. Et la cyberguerre, elle est déjà là, en réalité. Tout le monde le sait, l'ANSSI le sait. Et donc, nous, Français, nos entreprises, la guerre se joue aussi ici et donc on doit s'entraider sur ces sujets-là. Ça, c'est important. Merci beaucoup, Henri. Donc, vous l'avez entendu, n'hésitez pas à noter cyber, j'insiste cyber, dans les commentaires de la vidéo. Vous recevrez donc le guide écrit par Henri et ses associés sur la protection juridique en cas de cybermenace. Merci d'avoir été présent aujourd'hui avec nous. D'autres podcasts arrivent avec des invités exceptionnel avec encore énormément de valeur ajoutée. N'hésitez pas à vous abonner. Nous sommes disponibles sur YouTube. Nous sommes disponibles sur toutes les plateformes d'écoute habituelles. Les prochains invités sont juste exceptionnels avec autant de valeur ajoutée que Henri a pu nous apporter aujourd'hui. Henri, pour finir ce petit podcast, j'ai 2 petites questions à te poser. Donc, pour conclure, nous, on travaille ensemble. On est une société d'informatique. Qu'est-ce que toi, tu as mis en place en termes informatiques en interne? Alors, l'informatique, pour les avocats, c'est un sujet important parce qu'on traite de la donnée. On a des obligations de secret professionnel. On est très outillé à ce niveau-là. On a un prestataire informatique qui gère très bien ça. D'ailleurs, je le salue, je le remercie. Au sein de notre cabinet, en fait, c'est vraiment mon associé Jean-Philippe Toiti qui gère ces questions-là. Voilà. Mais pour nous, l'informatique est primordiale, tant d'avoir finalement des équipements de qualité, et je sais qu'on retrouve ça aussi chez vous, que d'avoir également des dispositifs de sécurité qui sont importants, avec des dispositifs de résilience en cas de difficulté. Donc, on essaye vraiment de faire les choses bien. Également aussi, on travaille avec des outils qui nous permettent de délivrer de l'information juridique rapidement et efficacement. Ça, c'est aussi très important pour nous. Merci Henri. Comment on peut te retrouver? Tout simplement, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, notre cabinet TLMR Avocat. Voilà, vous tapez le site. Je pense qu'il y aura peut-être les éléments. On mettra aussi en bas de vidéo un petit lien pour que vous puissiez retrouver le cabinet TLMR. Comme ça aussi, ça vous permettra d'avoir un lien direct plus facile avec notre cher Henri. Merci beaucoup, Henri. Merci, Steven. C'était vraiment sympathique. Énormément de valeur. Ça fait vraiment plaisir. Et à bientôt dans l'interface.